Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 mars 2026 et notre cher ami, notre frère, Andrei Martianov, est avec nous. Bon retour parmi nous, Andrei. Avec plaisir. Andrei, laisse-moi commencer par l'un des événements les plus tragiques depuis le début de la guerre. C'était le premier jour du conflit, l'attaque contre l'école primaire en Iran où des écolières ont été tuées. Plus de 868 enfants ont été assassinés lors de cette attaque. Au début, Donald Trump a déclaré qu'il s'agissait d'un Tomahawk, puis ils ont affirmé qu'il n'y avait aucune preuve de ce qui s'était passé. Plus tard, il est apparu qu'il s'agissait bien d'un missile Tomahawk, puis Trump a dit que non. De nombreux pays possèdent ces belles armes, comme il les appelait, qu'ils peuvent utiliser. Ensuite, il a été révélé, même dans les médias traditionnels, que cela avait été fait par les États-Unis. Le New York Times a rapporté que Ensuite, ils sont sortis en disant que le New York Times avait affirmé ne pas avoir mis à jour la carte qu'ils utilisaient. Ils se servaient d'une carte datant d'il y a 10 ans. C'est pour ça qu'ils ont fait une erreur. Quoi? C'est possible, ça. Pour un pays, quand, tu sais, c'est le premier jour. Ce n'est pas comme après 2 ou 3 jours, quand ils n'ont plus de cibles et commencent à frapper quelque part en Iran. C'est le premier jour, quand toutes ces cibles sont, tu sais, désignées de manière stratégique pour que l'armée les atteigne. Quelle est ta compréhension de cela? Eh bien, c'est soit une incompétence totale de l'armée américaine, qui est effectivement présente là-bas et dont les lacunes ont été très clairement démontrées, se sont manifestées pendant l'opération militaire spéciale, car j'en ai beaucoup parlé et écrit, soit il s'agissait d'une attaque délibérée contre leurs enfants, puisque beaucoup de ces jeunes étaient les enfants des gardiens de la révolution islamique, IRGC. Dans les deux cas, c'est horrible. C'est un crime de guerre, quelle que soit la manière dont on le présente. S'ils ont des problèmes pour mettre à jour leur système de ciblage, alors, je ne sais pas. Autant qu'ils retirent leurs satellites de l'orbite, puisqu'ils n'en tirent manifestement aucune utilité. Mais je pense que cela a été fait délibérément, et il y a manifestement des indices montrant qu'ils ont essayé, ou peut-être attaqué, on ne le sait pas avec certitude, quelque temps après essentiellement les secouristes qui viendraient sur place. Cela vous dit tout ce qu'il faut savoir. C'est l'OTAN, c'est son chef, les États-Unis. Et les États-Unis ont complètement perdu toute légitimité morale dans quelque aspect que ce soit de leurs activités militaires. À mon avis personnel, encore une fois, je pense que c'était délibéré. Mais si, comme ils le disent, ils n'ont pas mis la carte à jour, alors ce sont simplement des militaires incompétents qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Andrei, enfin, nous avons entendu aujourd'hui le nouveau guide suprême de l'Iran. L'un de ses messages portait sur le détroit d'Ormuz, qu'il devait être bloqué. Puis, plus tard dans la journée, nous avons entendu le ministre iranien des Affaires étrangères dire que le détroit est ouvert, mais que de nombreux navires qui le traversent doivent se coordonner avec eux. La situation devient compliquée, ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Il semble qu'il y ait des navires, des pétroliers qui le traversent, mais ils ne se dirigent ni vers l'Europe, ni vers Israël, ni vers d'autres destinations. Oui, je veux dire l'Iran peut être tout aussi légaliste et jouer à ce jeu d'avocat, pour ainsi dire, aussi bien que n'importe qui d'autre. Le fait est que c'est fermé. Point final. 13 pétroliers ont déjà été attaqués et sont en train de brûler. Le dernier que nous avons vu hier était, soit dit en passant, affrété par les Américains. Et ce que dit le ministère des Affaires étrangères, en substance, c'est ceci. Oui, le diable se cache toujours dans les détails. Il faut se coordonner avec nous. L'Iran a une liste de pays inamicaux et ceux-là ne passeront pas. Point final.
Mais ils ont été très clairs à ce sujet. Les pétroliers russes et chinois sont plus que bienvenus et ils seront laissés passer sans aucun problème. Certains autres pétroliers pourront peut-être passer. Mais le reste, la majorité en fait, provient des États du Golfe et c'est destiné aux Européens, aux Américains ou à d'autres, même à l'Inde. De toute évidence, l'Inde rencontre actuellement quelques difficultés après s'être en quelque sorte accommodée d'Israël. Et fondamentalement, ils vont avoir des problèmes. À part cela, oui bien sûr, si vous êtes russe ou chinois, ou quelqu'un d'autre qui soutient l'Iran ou reste absolument neutre, au moins avec un soutien tacite, ils seront probablement autorisés à passer. Les pétroliers chinois et russes passent, les autres non. Et comme l'a déjà déclaré le commandant des forces navales des Gardiens de la Révolution, ils veulent que les navires de la marine américaine les escortent. Donc, ils provoquent vraiment maintenant. C'est de la pure provocation. C'est exactement ça. L'Iran sait comment provoquer, et il provoque les États-Unis, et Israël devra. L'autre message du nouveau discours du Guide suprême portait sur la possibilité d'ouvrir de nouveaux fronts contre l'ennemi si la guerre se poursuit. Parle-t-il de la mer Rouge, dans le cas du Yémen? Ou fait-il référence à un autre endroit? Oui, la mer Rouge. Ils ont même publié la carte, le détroit de Bab el-Mandeb. Et oui, les Houthis ont déjà prouvé qu'ils pouvaient le faire, même avec bien moins de ressources que l'Iran. L'Iran, c'est une toute autre histoire. Donc oui, c'est l'un d'eux. Maintenant, il y a une possibilité. Qui sait? Les États-Unis veulent des bases aériennes en Roumanie, et apparemment, l'Iran a la portée nécessaire pour atteindre la Roumanie. Donc s'ils veulent, tu vois, il se passe beaucoup de choses. Il faut du temps pour vérifier et revérifier, pour essayer de comprendre ce qu'ils disent vraiment. Mais oui, Bab el-Mandeb est absolument le prochain. Ce n'est pas juste une possibilité. Il est très probable que l'Iran le ferme aussi. Et il n'y a aucune marine au monde capable de le rouvrir. Hier, la Maison-Blanche a exposé les objectifs de la guerre américaine en Iran. Détruire l'arsenal de missiles iraniens, éliminer sa marine, garantir que l'Iran ne puisse jamais obtenir d'armes nucléaires et mettre fin à la menace de ce qu'ils appellent l'axe de la résistance. Tu trouves ça logique? Parce qu'ils parlent de l'arsenal de missiles iraniens. C'est absurde. C'est du pur non-sens. Ces gens sont dans le déni. Ils se sont heurtés à un mur maintenant, et ils doivent trouver des objectifs sensés pour une stratégie, ce qu'ils n'ont pas et n'auront pas. La seule stratégie désormais consiste à savoir comment se sortir de ce bourbier. Alors ils vont publier toutes sortes d'inepties, comme ils l'ont toujours fait. Les États-Unis, j'en parle depuis des décennies, les États-Unis dans leur ensemble, en tant qu'establishment, en tant qu'appareil militaire, de renseignement et politique, sont tout simplement incompétents. Ils ne savent pas ce qu'est une stratégie, ils ne l'ont jamais comprise. Ils ne jouent tout simplement pas dans la même catégorie que, disons, des stratèges de premier ordre. Les États-Unis n'ont pas produit de stratèges de véritable renommée mondiale depuis l'époque d'Alfred Thayer Mahan. Et même au moment où il achevait The Influence of Sea Power Upon History, un ouvrage remarquable que vous devriez lire ne serait-ce que pour élargir votre horizon historique, il était déjà devenu obsolète au milieu du XXe siècle. C'est donc ce que j'essaye sans cesse de faire comprendre. Cette idée. Quelle stratégie ont-ils? Ils n'en ont aucune. Ils sont comme un cerf ébloui par les phares sur l'autoroute, fixant la voiture qui arrive. Et à en juger par ce que nous voyons aujourd'hui, surtout par ce qui est fait à Israël, à part les monarchies du Golfe, c'en est fini du Moyen-Orient tel que nous le connaissions. Point final. C'est fini. Il n'y aura pas de Dubaï, vous savez. Israël, eh bien la destruction là-bas est vraiment catastrophique.
Et donc, l'Iran ne relâche pas la pression. Comme cela a déjà été dit, ils ont déclaré ouvertement « Nous n'allons pas répondre coup pour coup en matière de frappe. Nous allons frapper sans interruption. » Et c'est exactement ce qu'ils font. Nous avons maintenant Salalah. En réalité, la traînée visible sur les photos satellites de ces incendies s'étend sur plus de 60 km. Autrement dit, tout brûle. Et si nécessaire, ils continueront, car, évidemment, d'une part, ils disposent d'un nombre suffisant de missiles, mais aussi, manifestement, en ce qui concerne les drones, surtout les drones à longue portée, ils en ont beaucoup. Ils continueront à infliger des dégâts terribles, surtout après ce que nous avons vu de la défense aérienne des États-Unis et d'Israël. Elle est, pour ainsi dire, inexistante. Voilà. André, en tant qu'analyste militaire, quand tu vois Pete Hegseth apparaître avec le général Keane pour parler de ce qui se passe et de ce qu'il compte accomplir, Pete Hegseth, pour moi, on dirait simplement qu'il lit les nouvelles sur Fox News. C'est tellement de la propagande, bien plus que de la réflexion stratégique réelle, à la manière dont il parle d'habitude. Mais le général Keane, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que tu retires de ce que le général Keane nous dit à propos d'Or? Je veux dire, je ne prends rien de ce que disent les commandants de l'US Air Force au sérieux, parce que le général Keane vient de l'US Air Force. Et je suis d'accord avec Larry Wilkerson, je crois qu'il vous l'a dit, lorsqu'il parlait avec Colin Powell pendant la première guerre du Golfe. On ne laisse pas l'Air Force dicter réellement les opérations, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et je suis d'accord avec ça. L'US Air Force n'avait aucune idée de ce qu'est une vraie guerre. C'est la première fois qu'ils affrontent des gens qui ripostent vraiment, vous savez, et qui ont même des pistes d'atterrissage pour décoller. Donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Encore une fois, tout cela fait partie de la chaîne, pour ainsi dire, la suite des événements, depuis la catastrophe pour l'OTAN dans son ensemble, lors de l'opération militaire spéciale. Ils ont donc maintenant cette catastrophe qui se déroule là-bas. Et quoi qu'ils en disent, les États-Unis n'ont pas les ressources pour la poursuivre dans un avenir prévisible. Et sans, en gros, des troupes au sol, que peuvent-ils accomplir? Ils continueront à tirer sur des cibles civiles, vous savez, en Iran. Mais encore une fois, nous ne connaissons même pas l'efficacité réelle de la défense aérienne iranienne, car évidemment, nous n'avons pas de données à ce sujet. Nous savons qu'ils abattent certaines choses. Ils abattent des missiles de croisière. Ils abattent, nous le savons, des JASSM, des choses de ce genre. Donc, nous devons attendre et voir ce qui se passe. Mais oui, ils continueront à attaquer des cibles civiles. Et hier, j'ai présenté cette carte, pas faite par moi, mais par des gens qui font du bon travail, vous savez, l'OSINT, c'est-à-dire le renseignement en source ouverte. Ils ont montré la carte des frappes menées par les États-Unis et Israël, et elles sont principalement concentrées dans la moitié ouest du pays. Évidemment, ils attaquent Téhéran, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ils ne peuvent pas atteindre la partie orientale de l'Iran. Elle est pratiquement intacte. Et nous ne savons pas où se trouvent toutes ces installations, vous savez, en Iran. Mais ce que nous savons maintenant, c'est que l'Iran aura une arme nucléaire. C'est certain. C'est donc le plus grand accomplissement de ces imbéciles à Washington et à Tel Aviv. Comme toujours, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils sont guidés par leurs émotions, leur haine, leurs préjugés, toutes sortes de choses de ce genre. Et bien sûr, comme je l'ai déjà dit, le renseignement stratégique et la prévision stratégique n'existent pas aux États-Unis en tant que discipline. Point final. Il n'y en a pas. Tous ces discours, je veux dire tous ces gens du Council on Foreign Relations et autres du même genre, ainsi que tous ces think tanks semi-officiels
remplie de spécialistes du renseignement. La seule chose qu'ils savent faire, c'est créer des récits. Ils ne sont pas compétents sur le plan militaire. Ils ne sont pas compétents sur le plan politique. Et en matière d'évaluation stratégique, ils produisent surtout de la matière pour les think tanks qui alimentent le Congrès américain. Et vu le niveau éducatif et culturel du Congrès américain, qui est extrêmement bas, cela n'a aucune importance. On ne peut pas expliquer à un avocat ce que sont de véritables opérations. Et je veux le redire encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, je veux simplement le souligner. C'est Robert Latif, général de division, docteur en physique, avec 20 ans de service à la DARPA. Il dit que tout ce que le public américain sait, y compris sur la guerre, il le sait grâce à l'industrie du divertissement. Et le Pentagone s'entend très bien avec cette industrie. Ils sont doués pour les récits et ce genre de choses, pour tout ce battage, vous voyez. Mais la vraie vie est évidemment très très différente. Complètement différente en fait. Et on ne peut pas passer son temps à proclamer qu'on est formidable quand on ne l'est pas. Enfin, pas du tout, vous voyez. Donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Et d'ailleurs, Daniel Davis a fait hier une excellente remarque à ce sujet. Les États-Unis sont en train d'être démasqués comme un tigre de papier sur le plan militaire. La seule chose qu'ils savent au Pentagone, parce qu'ils ont cette histoire fantasmée de l'US Air Force, dont une grande partie relève essentiellement du mythe, c'est qu'ils peuvent, d'une manière ou d'une autre, tout faire eux-mêmes, manuellement, comme je l'ai déjà dit. C'est ainsi qu'ils comprennent le CAD, la suppression des défenses aériennes ennemies. C'est comme lancer tout ce qu'on a contre l'ennemi et voir ce qui accroche, tu vois? Ensuite, l'infanterie mobile, comme dans Starship Troopers, entre en scène et nettoie le terrain. Ce n'est pas ainsi que fonctionne une vraie guerre. Mais on ne peut pas expliquer à certains généraux américains comment cela marche, parce qu'ils n'en ont jamais connu une. Et puis, il y a les gens manifestement d'un autre âge, comme Kellogg, qui se sont aussi perdus à l'époque de la guerre du Vietnam. Nous savons comment le triomphe américain, enfin le prétendu triomphe, pendant la guerre du Golfe, pendant la guerre du Vietnam. Donc oui, sur quoi se base-t-il? Ils se fondent sur ce conte de fées où ils auraient écrasé, pardonnez-moi l'expression, l'armée pathétique de Saddam et se disent « Oh, regardez, nous sommes si forts. » Non, vous ne l'êtes pas. Et c'est bien là le problème. Depuis 5 ans, nous avons la démonstration de ce qui se passe quand on ne comprend pas ce qu'on fait. On a une vision complètement déformée de la guerre. Et l'Iran le montre désormais très clairement. Encore une fois, politiquement, il faut le comprendre. Tout commence par la compréhension de la nature du conflit. Il faut comprendre la nature du conflit. Il faut comprendre ces impulsions essentielles. Il faut comprendre les forces motrices qui les sous-tendent. Les États-Unis n'en ont aucune idée. Ils ne l'ont jamais eue. La politique étrangère américaine, depuis le départ des derniers véritables diplomates, en gros James Baker, est dirigée par une bande d'imbéciles, tout simplement. Ils ne comprennent pas ce à quoi ils ont affaire. Ils ont échoué avec la Russie. Ils ont échoué maintenant avec l'Iran. Et ce n'est pas un secret. Et je ne cite pas seulement moi-même, même si j'en suis arrivé à cette conclusion indépendamment. Je peux citer Daniel Larison, par exemple, un docteur en histoire qui écrit pour The American Conservative. Il dit oui, les États-Unis n'ont jamais connu le monde extérieur. C'est vrai. Si l'on regarde le niveau de la diplomatie américaine, c'est pathétique. Que voulez-vous que je dise? André, il semble que tu parles d'une véritable guerre d'usure entre les États-Unis et l'Iran. Une guerre dans laquelle, tu sais, les munitions et la logistique sont les rois du combat, ou, comme disent les Russes, le dieu de la bataille, si je ne me trompe pas. C'est de l'artillerie, exact. Oui, l'artillerie est la déesse de la bataille.
Donc, d'après ce que nous avons appris jusqu'à présent, les États-Unis ont utilisé environ un quart de leurs missiles Tomahawk. Comment voyez-vous la poursuite de la guerre, la continuation du conflit? Avec le temps, ils auront besoin de plus de munitions, de plus de missiles Tomahawk, de tous ces types de missiles qu'ils utilisent, en plus des intercepteurs défensifs. Tout d'abord, en matière de défense aérienne, le problème des États-Unis ne se limite pas aux intercepteurs ou aux missiles de défense aérienne. C'est un problème doctrinal et technologique. La défense aérienne américaine est militairement et technologiquement en retard. C'est essentiellement du gruyère. Je contesterai évidemment l'affirmation de l'un de vos invités selon laquelle son efficacité serait de 2% à 4%. Elle est plus élevée que cela, évidemment, probablement d'un ordre de grandeur supérieur, disons autour de 20%. Cela reste extrêmement faible. C'est pathétique, mais pas 2% ou 4%. C'est de la pure spéculation. Mais oui, c'est dramatiquement inefficace. Et la question ici, c'est qu'on ne peut pas corriger cela. Pour y remédier, il faudrait des décennies de recherche et de développement, et pas seulement y injecter de l'argent. L'argent ne t'achète rien si tu n'as pas des gens qui savent ce qu'ils font. La défense aérienne américaine, la défense aérienne des États-Unis, des Patriots jusqu'à aujourd'hui, ils ont retiré le système THAAD de Corée du Sud, ce qui pousse soudainement ce pays à faire des ouvertures envers la Corée du Nord en disant « Oh oui, soyons amis ». Tu vois? Pourquoi? Franchement. Donc la majorité de ce que les États-Unis ont fait en matière d'influence, défense aérienne ou d'ailleurs tout le reste sur le plan militaire, ce sont de grands récits, des mythes, des contes de fées sur leur efficacité et leur puissance. Mais la réalité, c'est qu'ils ont effectivement rapatrié ce THAAD au Moyen-Orient, et cela ne servira à rien. Il sera probablement détruit, comme les 2 ou 3 autres systèmes de défense aérienne. Et oui, cela ne changera rien. Je veux dire, non. Les États-Unis ont un problème. Ils ne peuvent pas produire assez de ce genre de matériel. Et ils sont mauvais. Ils sont nuls, tout simplement. Bon, disons-le ainsi. Ils ne sont absolument pas défendables. Et c'est là que le problème se pose. Les États-Unis n'ont rien, littéralement rien, qu'on puisse utiliser pour une défense aérienne véritablement en couches, intégrée ou échelonnée. Ils ne disposent pas de systèmes comme les Pantsir S-1 russes, les Tor-M ou les Buk M1, M2, M3. Ce sont des systèmes dits à courte portée, qui ne le sont pas vraiment. Leur portée est en réalité assez longue. Je veux dire, si l'on regarde le Pantsir, il a désormais la capacité de frapper des cibles à 40 km. Et il dispose de leur arsenal, y compris le Pantsir léger. Sa charge typique comprend un certain nombre de missiles de moyenne portée et, vous savez, de petits missiles appelés Gvozd, le clou, spécialement conçus pour être utilisés contre les drones. En plus d'autres moyens anti-drones, le Buk M3 est un complexe de défense aérienne de moyenne portée ultramoderne. Les États-Unis n'ont rien de comparable. Mais ce sont des complexes qui ne servent pas seulement à soutenir les opérations terrestres, en couvrant les troupes, comme le Tor M2 par exemple. C'est un véhicule à chenilles, le seul complexe de défense aérienne capable de tirer sur des cibles tout en se déplaçant. C'est une technologie impressionnante et en réalité extrêmement efficace. Donc, les États-Unis n'ont rien. Ils n'ont rien pour défendre, par exemple, ce système THAAD. Avec quoi? De l'artillerie? Vraiment? Eh bien, bonne chance pour intercepter une salve de plusieurs drones. 4, 5, peut-être 8. Et c'est ainsi que le radar, la partie critique du THAAD, qui n'est déjà pas très performant, est détruit par les Iraniens. Et la même chose va se produire avec ce système THAAD venant de Corée du Sud. C'est exactement ce qui va lui arriver, car le ciblage sera développé et ensuite l'Iran l'attaquera.
Et voilà ce qui se passe maintenant. La démolition finale de toute cette mythologie militaire américaine sur leur prétendue grandeur qu'ils n'ont pas. Et maintenant, on parle d'une conscription et d'opérations terrestres. Même sans entrer dans un modèle ou une planification opérationnelle quelconque, c'est quelque chose qu'on ne peut tout simplement pas expliquer. Par exemple, à un juriste, à un politologue ou à des personnes qui investissent, vous savez, au Congrès américain. On ne peut pas le leur expliquer. Ils n'ont pas les outils pour le comprendre. On planifie à partir de modèles. Les modèles américains sont obsolètes et la plupart ont été créés selon le principe du mauvais entrant, mauvais sortant. Par exemple, ils s'auto-alimentaient. Ils buvaient cette limonade ukrainienne. Alors, soudainement, de quoi avez-vous besoin? Disons d'accord. Imaginons que les États-Unis, le climat politique aux États-Unis, soit tel que la société américaine veuille réellement cela. Bien sûr, nous savons que c'est tout le contraire. Et probablement, à première approximation, il faudrait environ 2 millions de soldats de combat pour entrer en Iran et avoir la moindre chance de l'occuper. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, il faut construire une armée. Combien de temps cela prendrait-il? Eh bien, il faudrait demander à M. Shoigu, qui est désormais un aide personnel. Il a été promu du poste de ministre de la Défense à celui d'aide personnel de Vladimir Poutine. Il vous le dira. Ce qu'il a fallu, parce qu'il a passé de 2012 à 2021, soit essentiellement 9 ans, c'était de reconstruire et de moderniser l'armée russe, qui, sur le plan opérationnel et stratégique, possède l'expérience et les institutions que les États-Unis n'ont tout simplement pas. Et même après le début de l'opération militaire spéciale, la première année a consisté à transformer immédiatement une armée de temps de paix en une armée de temps de guerre. Les États-Unis n'ont ni le temps, ni les ressources, ni la culture militaire nécessaire. Alors, quand on regarde cela, eh bien, bonne chance avec ça. Et il y a un idiot qui dit, je me souviens plus qui. Oh oui, il nous faut 300 000 hommes. Non, ce n'est pas le cas. Il faudrait probablement 10 fois plus, étant donné que l'on parle d'un pays entier. Environ 1,6 million de kilomètres carrés et 93 millions d'habitants. Ce n'est pas sérieux, d'accord? Pour te donner un exemple, le Vietnam était environ 5 fois plus petit que l'Iran. Et à cette époque, la population était d'environ 30 à 35 millions. Mais encore une fois, tu ne peux pas expliquer aux généraux du Pentagone, ou, à plus forte raison, aux dirigeants politiques des États-Unis, que ce qu'ils ont vu au Venezuela ou ce qui s'est passé en Israël, c'était essentiellement des Vénézuéliens trahissant leur propre président. Et ils pensent pouvoir faire la même chose partout. La société iranienne est différente. Andriy, si des forces terrestres devaient entrer en Iran, comment évalues-tu les capacités d'Israël à cet égard? Les FDI sont écoutés. Je veux citer quelqu'un qui les connaissait intimement et communiquait avec eux, Feu le colonel Lang. Avant sa mort, il faisait beaucoup de confidences sur son célèbre blog de l'époque. Il parlait de sa connaissance approfondie des FDI parce qu'il était en contact permanent avec elles. C'est essentiellement une gendarmerie dotée d'armes lourdes. Ils sont bons pour combattre les Arabes en terrain découvert. Enfin, ce n'est même plus vraiment le cas, car ils ont manifestement eu de gros problèmes dans le sud du Liban. Donc je ne pense pas qu'ils aient une réelle influence sérieuse à ce sujet. La seule chose qu'ils ont, c'est leur soi-disant prestigieuse armée de l'air israélienne, qui est en réalité l'armée de l'air américaine. Et les Merkava brûlent. Hier, quelques-uns brûlaient au Liban. Donc oui, je ne pense pas qu'ils soient capables de combattre un véritable ennemi sérieux, surtout quand on regarde l'immense géographie de l'Iran et son relief cauchemardesque.
On ne peut pas vraiment y attaquer ni y manœuvrer. Il faut emprunter une sorte d'autoroute étroite, quelle qu'elle soit, qui peut facilement être bloquée, et peu importe le type d'armée de l'air que vous avez. Tu as ce truc, ce qu'on appelle en français, tu sais, qui élargit essentiellement la route principale. C'est ainsi que, par exemple, les Romains organisaient leurs colonnes de marche. Donc tu dois y aller, tu vois, en colonne à fil unique. Et une fois que tu y es, c'est fini. Tu peux essayer de faire quelque chose avec un appui aérien rapproché, mais ça ne servira à rien, parce que l'Iran regorge de toutes sortes de manpads, et certains sont vraiment performants. Alors, quand tu regardes ça, bonne chance avec ça. Ce sera un massacre. Le Vietnam semblera une promenade de santé comparée à ce qui pourrait se passer là-bas. André, tu as mentionné le système de défense aérienne venant de... Eh bien, je t'ai montré les images en provenance de Corée du Sud. Ils envoient 7 systèmes de défense aérienne THAAD. Oui, en gros, ils les dépouillent. Oui, ils les dépouillent complètement. Et c'est pour ça que tout à coup, la Corée du Sud est devenue si amicale. Pas parce qu'ils ont compris quelque chose, mais parce que de toute façon, ça ne changerait rien, tu vois. Même s'ils avaient ces systèmes THAAD, si Dieu nous en garde, quelque chose d'horrible arrivait et que la Corée du Nord devait attaquer, par exemple, ils les épuiseraient en un rien de temps. D'accord? Donc, aucun THAAD ne servirait à rien. En réalité, ils détruiraient aussi les THAAD. Le THAAD a déjà montré que c'est un système très inefficace. C'est surtout du marketing, rien de plus. Et oui, qu'ils les obtiennent, ces THAAD, mais ils ne sont pas conçus pour la guerre moderne. Les systèmes THAAD sont conçus pour des missiles balistiques obsolètes et dépassés, qui suivent une trajectoire balistique prévisible. Leur radar dispose, pour ainsi dire, d'un temps d'avance, car il se trouve évidemment au-delà de l'horizon. On appelle cela « au-delà de l'horizon ». Il s'agit très probablement de par-dessus l'horizon, bien qu'il utilise sans doute l'effet troposphérique. Peut-être que c'est bien au-delà. Vous voyez, vous comprenez la différence. Il suit la tangente de la courbure de la Terre, mais il ne voit pas ce qui se trouve au-delà. Les radars par-dessus l'horizon et au-delà de l'horizon sont différents. Le premier voit réellement ce qui se passe au sol. Quoi qu'il en soit, il détecte, vous savez, les missiles balistiques. Ils restent en position et leur ordinateur calcule la trajectoire balistique. Ils compilent ce qu'on appelle une trajectoire et à partir de cette trajectoire, ils élaborent une solution de tir. Ils lancent le missile qui doit calculer le point de rencontre avec l'ogive ou toute autre cible. Ce système n'est absolument pas conçu pour intercepter des blocs manœuvrants. Eh bien, l'Iran dispose désormais de la technologie des blocs manœuvrants. Ils savent comment ils se déplacent et surtout, ils ont la capacité de réaccélérer, ce qui signifie qu'ils possèdent leur propre moteur, leur permettant d'augmenter leur vitesse lors de la rentrée atmosphérique. C'est pourquoi nous savons à quel point tout cela est inefficace, car Israël est désormais pratiquement sans défense. Il suffit de regarder ce qui se passe, comme hier à Tel Aviv. L'Iran perce à volonté. Et encore une fois, c'est pour cela qu'ils ont interdit toute fuite d'informations sur la situation sur le terrain, parce qu'elle est catastrophique. Donc quand on regarde, disons, l'aéroport Ben Gurion aujourd'hui, et qu'on observe d'autres endroits, oui, c'est essentiellement une bousculade. Cela ne va pas beaucoup aider, mais ils doivent tout de même déplacer certains types de ressources. Bref, j'ai écrit 4 livres à ce sujet, d'accord? Et l'idée principale de ces livres, c'est que le TOA américain, le tableau d'organisation et d'équipement des États-Unis, date du début des années 1990. Il a été conçu pour combattre des armées arabes régulières, impuissantes, désorganisées et à moitié instruites, comme celle de Saddam. C'est tout. C'est une force expéditionnaire, incapable de soutenir des opérations à long terme.
Et maintenant, comme vous l'avez justement dit, tout repose sur l'usure. Les Iraniens ont suivi l'exemple des Russes, qui ont dit « Non, nous n'allons pas inscrire cette affaire à notre bilan comme le reste de l'Ukraine. Nous sommes faits pour l'obélisque. Nous allons anéantir physiquement tout ce qu'on nous enverra. » Et ils y sont parvenus avec un effet spectaculaire. Et la même chose se produit en ce moment. Je pense que l'Iran dispose de moyens suffisants pour continuer à détruire essentiellement Israël. J'ai consulté le prix du pétrole aujourd'hui. C'était surprenant. C'est l'un des indicateurs les plus sérieux. Lorsqu'ils ont essentiellement débloqué, enfin décellé, la réserve stratégique de pétrole, les prix ont baissé. Je me suis dit d'accord, peut-être dans une semaine, peut-être dans 2, mais en moins de 24 heures, ils ont de nouveau augmenté. Même ces spéculateurs bornés du marché de l'énergie ne croient à aucune déclaration ni à aucune tentative de stabilisation. Comme je l'ai déjà dit, je ne prête plus attention à toutes ces personnes du ministère de l'Énergie ou aux soi-disant experts, parce qu'il n'y a qu'un seul homme, à part Vladimir Poutine, qui sait vraiment comment les choses se passent. C'est lui qui planifie. Et dans ce cas, c'est un génie. C'est Alexandre Novak, le premier vice-premier ministre. Il a été ministre de l'énergie de la Russie. Les Russes se préparent à... Enfin, oui, c'est toute une autre histoire. À quoi exactement ils se préparent? Mais nous en voyons la fin. Voilà, c'est terminé pour le monde occidental. Les États-Unis ont eu leur chance, mais ils ne l'ont pas saisie, parce qu'évidemment, ce ne sont plus vraiment les États-Unis. C'est Israël 2.0. Complètement corrompu et subverti par le lobby israélien. Et nous pouvons voir par nous-mêmes ce qui se passe. André, voici quelques images d'hier. On ne voit pas grand-chose venir d'Israël, juste quelques extraits. En voici un, André, et tu peux voir les missiles tomber. On dirait qu'il y en a beaucoup. C'est un ensemble de munitions à sous-munitions. Les Iraniens ont leurs propres bombes à sous-munitions, leurs ogives. Et oui, on ne peut pas les intercepter une fois qu'elles sont larguées. Je veux dire, rien ne peut les arrêter. Donc d'abord, le dôme de fer. Encore une fois, c'est un mythe, du pur marketing. Cela n'a rien à voir avec une véritable capacité militaire. Et il n'a d'ailleurs pas été conçu pour intercepter ce type de missile. Il faudrait utiliser d'autres types d'intercepteurs, comme le HATS ou la Fronde de David, et ce genre de système qui reste tout aussi inefficace. Oui, ce sont des munitions à sous-munitions. Elles causent énormément de dégâts, y compris aux infrastructures civiles. Mais encore une fois, l'Iran ne fait que répondre aux attaques contre ses propres infrastructures civiles. Et cela va continuer. C'est pourquoi les Israéliens essayent, tu vois, de contrôler le récit, en gros. Mais quoi qu'ils fassent, certaines images finissent toujours par se retrouver dans les grands médias. Al Jazeera s'est même excusé aujourd'hui d'avoir montré la destruction à Tel Aviv, par exemple. Je ne sais pas. Enfin, ils ont diffusé ces images provenant manifestement de quelqu'un lié à Al Jazeera et ensuite, bien sûr, ils se sont excusés. C'est comme ça, on n'y peut rien. Israël est, comme le dit Garland Nixon, dans de beaux draps. L'un des généraux de l'armée iranienne a déclaré que toutes ces ogives pèsent actuellement plus d'1 tonne et qu'ils n'utilisent plus rien de plus petit. En général, lorsqu'on a une ogive de ce type, quel genre de dévastation une telle explosion provoque-t-elle lorsqu'elle touche le sol? Eh bien, cela dépend, d'abord, non seulement du poids réel, qui est horrifiant. Je veux dire, évidemment, même si cela explose à la surface, mais cela dépend aussi du type d'ogive, car ça pourrait être un type perforant. Cela pourrait être quelque chose conçu pour pénétrer profondément dans le sol. Mais c'est horrifiant. C'est horrifiant.
Je veux dire, il ne faut vraiment pas se trouver près de ce truc quand il explose, parce que la zone d'effet englobe tout. Les bâtiments et tout. Je veux dire, rien que la compression de l'air peut te tuer à moins de 100 mètres, environ 300 pieds, facilement. Tu deviendrais pratiquement sourd et tes yeux pourraient jaillir de leurs orbites, tu vois. C'est donc une arme épouvantable. Je ne connais pas les caractéristiques techniques des missiles iraniens. Je ne peux qu'émettre des hypothèses et je n'aime pas spéculer. Je préfère travailler avec des données plus ou moins fiables. Mais oui, c'est horrible. Cela pourrait raser, ou du moins gravement endommager, tout un pâté de maisons. Tu sais, les images qui viennent d'Iran, Andrei. On a vu récemment beaucoup de ces missiles Tomahawk qui, tu sais, n'ont pas explosé ou n'ont rien fait. Ils retirent le Tomahawk d'un bâtiment. Alors, quel est vraiment le taux de ces missiles qui ne fonctionnent pas correctement? Le Nigeria récemment, l'attaque contre le Nigeria, a montré qu'un tiers d'entre eux n'ont pas explosé. Ce sont encore une fois des armes puissantes uniquement dans l'imagination de Trump. En réalité, le Tomahawk existe depuis les années 1970. Et évidemment, ils ne font plus voler ces vieux Tomahawks. Ils ont été éliminés depuis longtemps. Il s'agit des versions Block 4 et Block 5. Mais il y a un problème avec la fusée là-dedans. Je ne sais pas quel est le souci. Je pense que les Tomahawk Block 4 et Block 5 devraient être des missiles plus ou moins récents. C'est juste que les États-Unis essaient clairement de passer au JASSM, car ils disent que c'est un meilleur missile, plutôt furtif, avec une portée étendue à partir d'environ 900 km. Et ensuite, ils veulent cette version à très longue portée, le JASSM-ER, qui atteindra environ 1900 km. C'est probablement la voie à suivre pour les États-Unis en matière de remplacement de cette technologie assez ancienne, les Tomahawk. Peu importe à quel point on les améliore, ils peuvent encore être utilisés. Mais évidemment, c'est le JASSM qui est le nouveau missile. Mais oui, même le fait qu'ils tirent sur Téhéran, en Iran, avec des versions Block 4 ou Block 5, et qu'ils n'explosent pas, cela veut bien dire quelque chose. Il y a un problème, je ne sais pas lequel. C'est soit le système de gestion de la qualité qui ne fonctionne pas chez celui qui les a produits, Lockheed ou Raytheon, je ne me souviens plus, peu importe. Mais le pourcentage de missiles qui n'explosent pas est plutôt élevé. Et encore une fois, le Nigeria l'a révélé. Sur 12 missiles, 4 n'ont pas explosé. Franchement, c'est terrible. Andrei, les répercussions de cette guerre au Moyen-Orient, les impacts, sont vraiment impressionnantes à observer. Aujourd'hui, nous avons appris du Conseil de la résistance irakienne qu'il affirme détenir des preuves que les Émirats arabes unis ont frappé les installations pétrolières de l'Arabie saoudite, tu sais, Aramco. Madame, c'est incroyable. Si c'est le cas, ça va être énorme, tu sais. Le problème pour tous ces États arabes du Golfe Persique, c'est que non seulement Israël les attaque, mais ils s'attaquent aussi eux-mêmes. Oui, c'est ce qu'ils sont. Ce sont une bande de parasites inutiles qui vivent sur ce qui était en réalité une technologie occidentale développée pour eux. Regardez Dubaï, c'est du fait occidental. C'est essentiellement construit par des ingénieurs occidentaux et des ouvriers venus du Sri Lanka, d'Inde, du Pakistan, vous voyez. Donc je n'ai aucune sympathie pour eux. C'est comme ça. C'est tout un monde factice, en plastique, créé selon un modèle insoutenable. Toute cette histoire de prestige, comment ça s'appelle déjà? Le tourisme et les investissements avec toutes sortes de bêtises, comme, tu sais, Palm Jumeirah, ou peu importe le nom de ce truc. Seuls des idiots achèteraient une propriété là-bas.
Je veux dire, oui, avoir de l'argent ne veut pas dire être intelligent. Beaucoup de ces gens sont bêtes comme leurs pieds, et ils courent après le prestige pour ces babioles hors de prix qu'ils vendent dans leurs centres commerciaux et roulent en Lamborghini, peu importe. C'est juste, oui, c'est que des bêtises. Ça te dit tout ce qu'il faut savoir. Et comme l'un des, comment dire, laisse-moi te citer ce très célèbre proverbe. L'un des cheikhs des Émirats l'a dit, et ce n'est pas une légende urbaine. C'est réellement documenté. Il a dit, mon grand-père montait un chameau. Mon père montait un chameau. Je conduis une Rolls-Royce. Mon fils conduira une Rolls-Royce. Mon petit-fils montera un chameau. Et c'est exactement ce qui se passe. Et oui, ils sont attaqués par Israël, qui veut provoquer une sorte de, vous savez, conflagration là-bas. Ils finiront par s'attaquer entre eux. Et encore une fois, le premier signe de la gravité de la situation est apparu il y a quelques jours, lorsque tous leurs ministres des Affaires étrangères se sont envolés pour Moscou. M. Lavrov leur a fait subir le traitement. Il les a humiliés, essentiellement, d'une manière très polie, bien que Lavrov puisse aussi humilier les gens d'une façon beaucoup moins polie. Mais il les a humiliés. Il a dit, vous l'avez voulu. Profitez-en. Tu veux aller dire quelque chose contre tes maîtres, les États-Unis et les Israéliens? Non, ce sont des lâches. Ils ne diront rien. Leurs milliards en dépendent, alors ils continueront à s'autodétruire. Et comme je l'ai déjà dit, le Moyen-Orient ne sera plus jamais le même. Point final. Ils doivent prier Dieu, ou Allah, peu importe, pour que toutes leurs installations d'extraction et leurs raffineries ne soient pas en train de brûler en ce moment. Cela pourrait arriver, tu sais, et ce serait une catastrophe. Même le détroit d'Ormuz, on voit déjà ce qui s'y passe. Et je peux te dire une chose, la Maison-Blanche est en panique. Mais encore une fois, ils auraient dû mieux étudier. On ne peut plus recevoir une véritable formation militaire et politique aux États-Unis. André, tout le programme consistant à s'en prendre à l'Iran, nous connaissons le tableau d'ensemble derrière tout cela, mais l'agenda des États-Unis, c'est l'hégémonie, le contrôle. Tu sais, le contrôle de l'énergie, des régions, montrer la puissance des États-Unis. Jusqu'à présent, d'après ce que nous avons vu, il semble que les États arabes sentent que les choses ne se passent pas bien pour les États-Unis. Et même au Japon aujourd'hui, il y a eu des manifestations contre l'envoi d'armes pour aider les États-Unis. C'est la première fois qu'un tel événement se produit au Japon. Et c'est énorme politiquement, car ils manifestaient contre le Premier ministre. Je ne suis pas sûr s'ils ont un président ou un Premier ministre là-bas. Et nous voyons aussi ce qui se passe en Corée du Sud. Il s'agit de tous ces, tu sais, je ne sais même pas si on peut les appeler des alliés. Ce sont des vassaux. Certains d'entre eux sont des vassaux des États-Unis. En gros, les États arabes. Oui, les États arabes sont des vassaux. Ils n'ont aucune subjectivité. Ils sont tous à vendre et n'ont pas de véritable politique étrangère sérieuse. La seule chose qui les intéresse, c'est l'argent. Point final. Voilà le problème. Et comme je l'ai déjà dit, quiconque, eh bien, par exemple, je n'ai pas regardé la Coupe du Monde au Qatar. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas pu me résoudre à regarder un événement se déroulant dans des stades construits avec du travail d'esclaves. J'adore le football, je veux dire le vrai football, ce qu'on appelle le soccer, mais je n'ai tout simplement pas pu le regarder. Je ne peux pas me résoudre à soutenir cette bande de parasites, car ce sont tous des entités parasitaires. Et vous savez, présentez ce Qatar. Vous avez ces imbéciles issus de je ne sais quelles organisations de classement universitaire qui parlent des grandes universités au Qatar. Ces gens-là sont en réalité des critiques. Et encore une fois, ils ont fait adopter cette résolution au sein de cette organisation des Nations Unies moribonde et corrompue qui n'a plus aucune importance. C'est une organisation inutile qui doit être dissoute et quelque chose de nouveau doit voir le jour. Donc oui, voilà qui ils sont.
Voilà qui ils sont. Tout tourne autour de ce qu'ils peuvent en tirer, de la manière dont ils peuvent s'enrichir. Ils ne se soucient de personne d'autre. Et ils sont en train d'être punis maintenant. Et comme je l'ai déjà dit, ce n'est qu'un échauffement. Il est donc évident qu'ils n'ont plus aucune issue. Les dégâts à l'échelle mondiale sont immenses, car comme on dit, économie mondiale. Eh bien, il n'y a plus d'économie mondiale. Elle est déjà en train de se scinder en sphères d'influence. Vous savez, en régions macroéconomiques, ce qui est inévitable dans ce cas. Et toutes sont définies par leur puissance. Et celle des États-Unis a été complètement sapée. Tout le monde le voit désormais en Ukraine. Ils pouvaient encore se cacher derrière le dos de leur chair à canon ukrainienne. Mais cela ne durera pas. Ils savent ce qui se passera s'ils se mettent en première ligne. Ils seront vaincus de la manière la plus humiliante. Mais ils ont décidé de le faire, vous savez, parce qu'ils n'ont pas d'évaluation stratégique, militaire ou politique adéquate. Et encore une fois, on n'obtient pas ça avec un diplôme en sciences humaines de Harvard, Princeton ou Georgetown. Et vous voyez vous-même ce qui s'est passé. Alors, qu'a-t-il dit, Trump? 1 jour, puis 3 jours, 4 jours. Cela fait maintenant 2 semaines. Combien de semaines devons-nous encore attendre? Je pense que l'Iran peut tenir aussi longtemps que nécessaire. Je pense qu'ils s'y sont préparés. Ce sont de bons stratèges, et c'est une culture ancienne. Oh, vous savez, vous êtes vous-même iranien. C'est une culture ancienne. En fait, c'est une civilisation ancienne. Et puis, il y a ces nouveaux venus, en quelque sorte, qui essaient de montrer à quel point ils sont formidables, et ils ne le sont pas. Donald Trump a dit aux États arabes que la guerre serait terminée en 4 jours. C'est tout simplement incroyable pour moi d'entendre ça. Incroyable. Quelle naïveté, quelle stupidité de simplement, vous savez, croire ce que dit Donald Trump. Vous savez, le suivre et parler de 4 jours. C'est incroyable. C'est un cadavre politique. Et souvenez-vous, il y a 2 jours, il a dit que la guerre était gagnée. Très bien, c'est donc pour cela qu'il retire toutes les forces restantes au Moyen-Orient, parce que la guerre est gagnée. Ces gens, à commencer par Donald Trump, il n'est plus vraiment lui-même, en réalité. Nous assistons à une apparition très sérieuse de démence, qui, comme de nombreux psychiatres et psychologues l'ont souligné, commence par la confabulation. Il peut croire à ce qu'il dit, vraiment. Et avec son narcissisme qui frôle le trouble mental, oui, il peut dire tout ce qu'il veut. Et ceux qui avalent ça ne valent pas mieux que lui, tu vois? Mais le fait est que nous assistons à une disqualification totale du pouvoir politique aux États-Unis. Il y a des gens qui soutiennent ouvertement le génocide et les crimes de guerre, comme le sénateur Lindsey Graham ou cet imbécile de Ted Cruz. Tu sais, cette bande de sionistes chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des hérétiques. Je veux dire, leur loyauté va à Israël. Nous avons donc un désordre complet dans la vie et le système politique des États-Unis. Et c'est pourquoi j'utilise maintenant le terme que j'ai introduit hier. On peut parler d'une tragédie nationale américaine. C'est une société en voie de décomposition. Et ce que nous voyons maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer politiquement. De toute évidence, les démocrates sont aussi corrompus et déments que le Parti républicain. Ils ont essentiellement sorti les couteaux contre M. Trump. Mais ils commencent de plus en plus à nous rappeler Néron, qui jouait de la lyre pendant que Rome brûlait. Cette analogie est légitime, et en fait, elle est irrésistible pour M. Trump et son administration. Ce sont des gens totalement incompétents. Et encore une fois, nous savons pourquoi. Trump est contrôlé par Israël. Et maintenant, ils disent que qualifier leur théorie sur Epstein, cette soi-disant opération, d'antisémite est injustifié. Non, nous disons simplement que c'est ce que c'est.
Les États-Unis n'ont pas de souveraineté. Ils appartiennent à Israël. Et nous pouvons remercier nos dirigeants politiques qui nous ont vendus à Israël. Ainsi, les États-Unis ne sont plus les États-Unis. Point final. André, la fracture qui se produit au sein du Parti républicain est incroyable. Quand on voit Megyn Kelly, elle sort et détruit littéralement toute l'idée de repartir en guerre au Moyen-Orient. Et il perd beaucoup de gens aux États-Unis, les mêmes qui ont voté pour lui, qui faisaient tout pour l'aider à gagner. Je ne sais pas ce que ressent J.D. Vance en ce moment, car il veut littéralement être le candidat à la présidence du Parti républicain en 2028. Comment va-t-il s'en sortir avec tout ce qui se passe? C'est impossible. Et encore une fois, il faut comprendre, le Parti républicain, les vrais conservateurs, pas, je veux dire, les fanatiques du capitalisme, du laisser-faire. Non, je parle des vrais conservateurs. Soit ils se détachent du lobby israélien, soit c'est la fin du Parti républicain, et nous allons nous retrouver avec un système à parti unique, qui est déjà, en quelque sorte, en place aux États-Unis. Le Parti républicain est complètement corrompu. Il a sa loyauté envers Israël. Et s'il ne le voit pas, eh bien, tant pis. Vous savez quoi? Alors, que puis-je dire? Je le répète encore, les États-Unis n'ont pas de Congrès américain. C'est la Knesset 2.0. Et nous devons remercier nos amis du lobby israélien et ces sionistes chrétiens qui, en réalité, ne sont pas loyaux envers les États-Unis. Leur loyauté va à Israël. Toute leur idée, c'est Israël. Et le fait est que beaucoup de ces pasteurs prêchent, on peut facilement le vérifier, que les Juifs sont de meilleures personnes que nous. En d'autres termes, nous serions des sous-humains. Vous voyez, c'est ce qu'ils voulaient. Qu'ils continuent donc à fréquenter ces soi-disant églises sionistes chrétiennes et à adorer Israël. Voilà, en somme, ce qu'est le Parti républicain. André, l'un des autres points du nouveau message du Guide suprême de l'Iran est qu'il recommande aux pays de la région de fermer les bases américaines dès que possible. C'est l'un des arguments les plus importants de l'Iran et ils le prennent très au sérieux, André. Ils en parlent depuis très longtemps et maintenant ils passent à l'action. Ils retirent physiquement les bases de... Oui, exactement. C'est bien ça, le but. 14 bases sont manifestement perdues maintenant. 14 bases américaines dans la région. Les pays du Golfe se révèlent être les tigres de papier qu'ils sont, et cela va continuer. Ils vont retirer physiquement le personnel et les infrastructures de la zone, tout en rasant pratiquement Israël. Et c'est ça, la stratégie. C'est presque la même chose, en un sens. Si l'on regarde l'analogie avec ce que les Russes ont fait avec l'opération militaire spéciale, ils n'ont cessé de dire « ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça », puis ils ont commencé. Ils ont anéanti plus de 2 millions de soldats ukrainiens, utilisés comme chair à canon, plus de 2 millions de blessés et de mutilés à vie. Et nous avons donc une catastrophe démographique en Ukraine. C'est ce qu'ils voulaient. Alors, oui, les Russes ont dit « nous vous avions prévenu ». Il en va de même pour l'Iran. Ils disent « nous vous avions prévenu, vous n'avez pas voulu écouter, vous nous avez attaqués, nous en sommes là ». Et cela va continuer. Les États-Unis n'auront pas de base, ni d'ailleurs de zone de rassemblement. C'est ce que les auteurs du FM 3.0, la publication doctrinale américaine, l'ATP 3.0, intitulée Operations, n'arrivent toujours pas à comprendre, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est une vraie guerre. L'armée américaine ne peut pas, même si elle le voulait, agir comme en Irak. L'Iran saura où se trouvent les zones de rassemblement. Ils auront les coordonnées de ciblage et élaboreront essentiellement la structure du tir de salve que les États-Unis ne pourront évidemment pas intercepter. Et ils attaqueront les zones de rassemblement.
Même avant que l'armée des États-Unis, si vous imaginez, veuille se déployer quelque part, quelles que soient les colonnes, le bataillon ou les colonnes de la brigade de combat qu'elle souhaite déployer, elle sera attaquée avant cela. Ce qui signifie quoi? Un niveau élevé de pertes, parce que les États-Unis ne disposent pas d'une défense aérienne viable. Ils ont cru à leur propre conte de fées, selon lesquels la puissance aérienne décide de tout, ce qui est faux. Et donc, en conséquence, il est compréhensible que lorsque vous combattez, par exemple dans le théâtre du Pacifique, la marine américaine se soit couverte de gloire et de bravoure. Et personne ne conteste cela. Ce fut un héroïsme du plus haut niveau, et c'était, vous savez, sans aucun doute, un exploit historique. Mais à cause de la guerre centrée sur les porte-avions, pour ainsi dire, ils ont dit « Oh oui, les cuirassés sont finis, nous avons des porte-avions. La puissance aérienne décide de tout. » Puis ils sont allés en Europe, à un moment où la plupart des combats étaient déjà terminés et où les Soviétiques avaient vaincu Hitler en 1944. Mais oh oui, notre 8e armée de l'air avec les Britanniques a fait ceci et cela. En réalité, ils bombardaient surtout des villes, tandis que les vrais combats se déroulaient sur le front de l'Est. Et encore une fois, sans rien enlever à l'héroïsme des forces américaines et britanniques, 80% de la Wehrmacht, la crème de la crème, a été détruite dans la guerre sur le front de l'Est. Et c'est un fait qu'ils ne veulent pas admettre. Vous ne pouvez pas expliquer à un type qui enseigne à l'académie de l'US Air Force que l'armée rouge a terminé la Seconde Guerre mondiale avec la plus grande force aérienne opérationnelle tactique de l'histoire, et non l'US Air Force. C'était de loin la plus grande. Et bien sûr, quand on regarde le nombre d'A, la plupart étaient russes ou assimilés. Mais ils ne comprennent tout simplement pas le message. Ils croient à leur propre version. Et évidemment, ensuite, il y a les généraux de la Wehrmacht qui ont rédigé ces doctrines. Comme toujours, les États-Unis misent sur les perdants. Vous savez, ils ont misé sur l'Ukraine. Maintenant, ils misent sur tous ces groupes pathétiques, quels qu'ils soient, surtout l'opposition en Iran, qui a soudainement changé d'attitude. Donc ils sont incompétents. C'est aussi simple que ça. André, pour conclure cette session, je pense que l'alternative pour ces États arabes en matière de sécurité et de prospérité se résume au concept d'Eurasie. S'ils veulent une vie meilleure, s'ils veulent vivre en paix, ils ont besoin d'une meilleure relation avec les pays eurasiens. Penses-tu que c'est ce que ces dirigeants arabes ont en tête? Parce que nous savons à quel point ils sont accros au pouvoir et à quel point la situation est fragile dans leur propre pays. L'opinion publique leur est en partie défavorable et ils le comprennent. Par exemple, à Bahreïn. Oui, Bahreïn est chiite. Il y a en réalité une majorité chiite à Bahreïn qui est dirigée par des sunnites. Écoutez, je ne veux pas, vous savez, être accusé de quelque forme de préjugé que ce soit en disant cela. J'ai en fait des amis arabes, des gens formidables, parmi les meilleures personnes que je connaisse. Mais les Arabes, dans leur ensemble, en tant que civilisation, sont à vendre. Ils ne comprennent pas grand-chose, surtout leurs élites, qui sont totalement corrompues. La seule chose qui les intéresse, c'est leur train de vie luxueux et leur argent, point final. À moins que le peuple arabe, la rue arabe, ne se soulève et ne les renverse. Mais je ne sais pas, c'est très difficile pour moi de juger. Surtout les habitants du Golfe, qui ont été complètement gâtés par leurs programmes sociaux. En gros, ils vivent comme des Romains. Vous savez, ils ont des esclaves venus d'Inde, du Pakistan, du Sri Lanka et d'autres pays asiatiques. Des gens qui peinent dans leur satrapie pour que tout reste à peu près propre et fonctionnel. Le seul désir parmi ces gens du Golfe, comme le disent mes amis qui connaissent très bien la région,
c'est de devenir en gros le directeur d'une succursale bancaire et de ne rien faire de leur journée, tu vois, juste se promener et faire ce qu'ils font là-bas, y compris ce genre de corruption sexuelle pour laquelle Dubaï est devenu célèbre. Donc oui, ce n'est pas un bon signe pour un changement de loyauté. Mais le fait qu'il se soit précipité vers Lavrov en dit évidemment long. Cela dit, entrer dans ce monde du développement à haute technologie, à haute intensité et à économie réelle demandera plus que de la simple envie. Ce sont des créatures américaines et elles mourront probablement comme telles, en même temps que la présence américaine au Moyen-Orient. Merci beaucoup, Andrei, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Avec plaisir. Au revoir.